Tchistan, en s'embarquant parfois clandestinement sur quelques véhicules, et pénétra les frontières du territoire impérial 303 jours après qu'il se fût mis en route. Le sommet du monde avait eu le temps de changer en 10 mois. Un pic tout entier avait disparu de la ligne des montagnes éblouissantes, formant un creux contraire à ses souvenirs qui le taraudaient comme une dent manquante. À cette haute altitude, l'air sentait la poix, les alliages fondus et la pierre à raser. Les guerriers ingénieurs du Primarque d'Orne employaient leur art polyurcétique à renforcer les flèches les plus hautes et les plus robustes de Terra. L'odeur de la poix, des alliages et de la pierre était celle de la guerre qui approchait. Ces notes fragmentées s'accrochaient à l'air vif de la vieille Himalaisie. Le décor était blanc à vous brûler les yeux, et il remerciait ses lunettes de protection. L'air était comme du verre, à quelques degrés en dessous de zéro, et le soleil comme une torche à fusion dans le ciel bleu. Les neiges irréprochables recouvraient les pics et les pentes de leur beauté déserte et virginale. Katmandou et le district central lui avaient semblé être sa meilleure option. Mais en approchant, il réalisa à quel point les choses avaient changé. La sécurité, qui n'avait jamais été moins que rigoureuse, s'était encore resserrée comme le cilice d'un pénitent. La guerre à venir avait triplé le nombre de gardes aux portes, quadruplé celui des nids d'armes et des modules d'armes automatisés, multiplié par 100 le nombre de senseurs biométriques. De vastes cohortes d'ouvriers migrants aux ordres des guildes maçonniques s'étaient rassemblés autour du palais. Leur campement, leur chantier, leur présence même tachaient les hautes neiges de vert, de noir et de rouge comme une vaste croissance d'algues. La sécurité était plus stricte, mais avec des millions de visages de plus à surveiller. Il observa les hordes ouvrières pendant 6 jours, abandonna ses plans d'entrée par le sud et partit au nord, en suivant les hautes pâtures et les chemins de marche menant vers le plateau, sans perdre de vue les multitudes à l'ouvrage. Un trafic constant s'écoulait depuis le Kunlun par les vallées neigeuses et les cols. Des colonnes de nouveaux travailleurs, des convois de chargement et de matériaux de construction arrivaient des mines du Xigzangu. Ces colonnes ressemblaient à des rivières d'eau de fonte lentes et sombres, ou à des glaciers noirs pressés. Là où ces influx rejoignaient les armées d'ouvriers, des villes temporaires sortaient de terre à l'ombre des murs immenses, des cités de tentes, des métropoles de toile qui accueillaient les migrants, leurs animaux et leurs serviteurs, répondaient à leurs besoins en nourriture, en eau et en soins. Les matériaux déchargés, bois, fonte, acier, minerais et ballast, s'entassaient autour des camps comme des piles de déchets miniers. Des grues et de majestueux mâts de charge levaient les palettes de matériel au-dessus des murailles. Le son des corps se répercutait au-dessus des hautes vallées. Il lui arrivait parfois de s'asseoir et de contempler le palais comme s'il voyait devant lui la chose la plus merveilleuse de toute la création. Ça n'était sans doute pas le cas. D'autres splendeurs architecturales, anciennes et inhumaines, sur des mondes dispersés et oubliés, l'auraient probablement éclipsé par leur échelle sidérante et leur magnificence. L'architecture n'était pas la question. Ce qui rendait le palais si merveilleux était l'idée qu'il représentait, l'idée fondatrice, le concept qu'il matérialisait. Le palais était immense et merveilleux, la plus haute des chaînes de montagnes terranes remodelées en résidence, en capitale et, depuis peu, en forteresse. Le pic himalasien manquant avait été rasé afin de fournir de la pierre de construction. Cette pensée le faisait sourire. En cette époque, les desseins de l'homme n'étaient plus jamais modestes. Ayant adopté des haillons et des jambières sales, il passa 3 jours à travailler avec les colosses génomodifiés de Ney mongol. Surnommés les Migous, ceux-ci gravissaient et redescendaient les cols en portant sur leur dos des plaques de zurlite et d'immenses paniers de néphrites et de cristaux égyptiens. Ils érigeaient les remblais, creusaient les tranchées à l'aide de pelles massives faites des omoplates de grocs géants et formaient des équipes de marteleurs pour planter en rythme les poteaux de fer qui supporteraient les rouleaux serrés de barbelés écorcheurs. La nuit, dans les campements,